Les jeunes gens, surtout les adultes peut-être le savent déjà, les jeunes gens aussi pour le moment, on ne sait pas s'il existe des extraterrestres, hein, évidemment. On n'en a pas détecté, on n'en a jamais vu, jamais croisé, jamais discuté avec. Enfin, on ne sait pas s'il existe une vie en dehors de la Terre. Alors, ce que l'on voit dans les films de science-fiction, dans les œuvres de science-fiction, sont bien sûr des choses qui sont là pour faire rêver, pour divertir, pour provoquer notre imaginaire d'une certaine façon, et ce sont des choses qui sont faites par des humains, donc ça ne représente évidemment en aucun cas un extraterrestre réel. Là on voit, vous l'avez reconnu, j'imagine celui-là, tout le monde le connaît, c'est extraterrestre, tu le connais toi? Super. Et imaginez, vous n'avez pas de pouce, comment vous faites pour essayer d'attraper quelque chose sans le pouce? De saisir, on peut y arriver, c'est pas super pratique, hein. On peut y arriver un peu, mais avec le pouce, regardez, on peut faire un système qu'on appelle une pince comme ça. On peut faire comme un genre de pince et c'est très pratique. Regardez comment je tiens mon micro. Avec seulement 2 doigts, je peux tenir le micro. Si j'ai pas de pouce, il faut que je prenne pratiquement tous les autres doigts. Enfin, c'est plus compliqué. Avec 2 doigts, c'est pas facile, quoi. Mais avec 2 doigts, seulement très facile pour tenir le micro. Le pouce et un doigt en face pour faire une pince. Vous avez remarqué, ben, il a le 4e doigt. Regardez, il a un pouce ici. Hein. Il a un pouce, on le voit. Il a un pouce et puis il a d'autres doigts. Alors vous remarquez aussi qu'il a un visage un peu curieux, mais il est comme nous, il a un visage très plat. Nous on a un visage qui est très plat, tout est dans le plan à peu près, avec les yeux, le nez, la bouche dans le même plan. Si vous regardez les singes par exemple, ils ont un museau plus en avant, un visage plus en avant, et les hommes, les australopithèques, les hommes préhistoriques, certains êtres anciens, humains anciens, avaient un visage aussi qui était plus vers l'avant. Au fil de l'évolution, notre visage s'est aplati. Donc nous il est un peu comme nous, il a un visage aplati, et il a des grands yeux bleus. Alors ça, c'est un classique, on met des grands yeux bleus pour les extraterrestres gentils. Et puis les extraterrestres méchants, ils ont des petits yeux méchants en général. Vous verrez Alien, il a même presque pas d'yeux tout à l'heure. Donc là, les grands yeux bleus, c'est vraiment un truc d'humain, c'est pour nous dire, ah oui, il a des grands yeux bleus. En général, les gentils, ils ont des grands yeux bleus, ils sont blonds quand c'est des humains. C'est pas pourquoi, hein. Les yeux marrons, chauves ou avec les cheveux bruns, ceux-là, ils sont pas clairs. Les gentils sont blonds avec des yeux bleus. C'est un truc d'humain, ça. C'est un biais fait par les réalisateurs humains pour nous faire comprendre que est-ce qu'il est gentil ou pas. Donc lui, avec ses grands yeux bleus, on sait que ça sera un gentil, alors que pourtant, il a une peau un peu bizarre, il a un visage un peu bizarre, il a l'air un peu bizarre quand même. Hein. Mais on sait, il a 4 doigts, il a un truc brillant, il a un coup télescopique aussi. Mais on sait que ça sera un gentil à cause de ses grands yeux bleus. Alors que les méchants, bon. Alors ce que je vais vous montrer aussi, c'est que regardez, ça c'est des extraterrestres qui ont été dessinés au 19e siècle. Hein, c'est pas nous seulement qui avons au 20e siècle, ou vous qui êtes du 21e siècle, les plus jeunes d'entre vous qui êtes déjà du 21e siècle. Il y a des extraterrestres qui ont été représentés bien avant le 20e siècle. Alors regardez, ce sont des dessins. Alors ceux-là et celui-là sont des sélénites. Les sélénites, ce sont ceux qui habitent sur la Lune. On imaginait à l'époque qu'il pouvait y avoir des habitants sur la Lune. Évidemment, comme personne n'avait jamais été sur la Lune, ça coûtait pas cher de dire oh, il y a sûrement des habitants sur la Lune. Maintenant qu'on y a été, on sait qu'il n'y a personne. Donc évidemment, les sélénites dans les œuvres de science-fiction, il n'y en a plus. Parce qu'on sait qu'il n'y a personne. Alors sur Mars aussi, il y a eu des Martiens. Alors là, c'est les machines martiennes de Herbert Wells au 19e siècle qui ont attaqué la Terre. Alors là, c'est les machines des Martiens. Les Martiens sont à l'intérieur, ils sont en forme avec comme une sorte de poulpe, des tentacules, et ils attaquent la Terre. Ça, c'est un Saturnien très bizarre, il y a avec un dé bizarre. Et puis là, regardez, il y a encore plus bizarre. C'est une sorte d'être humain dont le corps est un tronc d'arbre. On appelle ça à l'époque des intraterrestres. On imaginait même qu'à l'intérieur de la Terre, il y avait comme une sorte de grand trou, de grand creux, à l'intérieur desquels il y avait d'autres êtres vivants, et on les dessinait comme ça. Évidemment, il n'y en a pas, la Terre elle est pleine, elle est entièrement solide, mais on pensait à l'époque qu'il pouvait peut-être y avoir des êtres vivants à l'intérieur de la Terre. Donc oui, on a placé des extraterrestres dans des endroits, enfin des êtres curieux, extraterrestres ou intraterrestres, quand ils sont à l'intérieur de la Terre, dans des tas d'endroits où on n'avait jamais été, et on les a mis là parce que précisément comme personne n'a jamais été là-bas, on pouvait en parler sans crainte d'être contredit. Et puis au 19e siècle, au 20e siècle, plutôt au milieu du 20e siècle, il y a eu ces revues qu'on appelle des pulps en anglais, des revues qui étaient faites dans une pâte à papier de mauvaise qualité, les feuilles étaient de mauvaise qualité. Vous en verrez, il y en a quelques-unes qui sont là, des pulps, il y a une vitrine juste derrière dans l'exposition Amazing Science, il y a quelques pulps qui sont là, vous verrez un peu comment ça se présente. Et regardez les couvertures, et dans ces couvertures, il y avait beaucoup d'êtres extraterrestres qui étaient représentés. Alors regardez, il y a une espèce de... Ah mais ça dépasse un peu. Il y a une espèce de créature pouple, là il y a des martiens rouges, là il y a des martiens jaunes avec 6 membres, regardez, ils ont 4 jambes et deux bras. Ils n'ont pas l'air agréables, ceux-là, on le voit assez bien. Ceux qui ne sont pas agréables, en général, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont soit des petits yeux méchants, ils ont des griffes, ils ont des dents, ils bavent, ils sont noirs, ils ont des formes d'araignées. Enfin, tous les trucs qu'on n'aime pas sur Terre. Les êtres vivants qu'on n'aime pas sur Terre, nous humains, sont les araignées, les insectes, les reptiles, genre les crocodiles ou les machins pas clairs, avec des carapaces, avec des griffes, avec des pointes. On n'aime pas trop ça. Donc on leur met souvent cette forme-là.
Et puis là, c'est les martiens classiques, ceux-là, c'est les martiens verts, hein, on imagine souvent les martiens sous une couleur verte. Ils n'ont pas toujours été verts, les martiens. On ne les a pas toujours présentés verts. Alors on sait non plus qu'il n'y a pas de martiens, enfin en tout cas, pas de martiens vivants actuellement. Et puis là, il y a souvent des espèces aussi comme ça, en forme de poulpe ou de bestioles comme ça. Donc ça, c'est toute une catégorie d'êtres, évidemment des êtres imaginaires qui ont peuplé ces pulps des années 1900, on va dire aux des années 1950. Et puis il y a eu des séries, par exemple ce monsieur qui s'appelle Frank Paul, il a fait toute une série pour dessiner des êtres extraterrestres dans chaque planète du système solaire. Il s'est imaginé pour Mercure. Vous savez combien il y a de planètes dans le système solaire, évidemment? Vous savez combien il y en a? Vous les connaissez? Il y en a 8. Il y en a 8. Il y a Mercure, Vénus. Mercure, c'est la plus proche du Soleil. Mercure, Vénus, la Terre, la troisième planète du système solaire. Tu les connais, toi? Après la Terre, il y a quoi? Je t'entends pas bien. Il y a aussi une 9e. Ah oui, alors la 9e planète, c'était Pluton. Mais en 2006, on a décidé que Pluton, c'était plus tout à fait une planète. On a appelé ça une planète naine. Et il y a 8 planètes. Donc Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. 8 planètes. Il y a Pluton. Et puis Pluton et au-delà de Pluton, il y a Pluton, Eris, Sedna, Kawar. Il y a plusieurs autres corps au-delà de Pluton et au-delà, qu'on appelle des planètes naines. Alors il y a 8 planètes, et à l'époque, pour chaque planète, alors ils avaient mis Pluton dans la liste, à l'époque on classait Pluton encore dans les planètes, et ils avaient, Frank Paul a dessiné, imaginé des êtres, vous voyez, ça c'est l'homme de Vénus, voici la vie de Jupiter, etc. À chaque fois en mettant en scène un humain, un explorateur humain et un extraterrestre qu'il rencontre sur chacune des planètes. Alors maintenant on sait qu'il y a de la vie sur probablement aucune de ces planètes, enfin on s'en doute, on n'en est pas certain, il se pourrait que sur les satellites glacés de Jupiter, les lunes glacées de Jupiter, par exemple sur Europe, plutôt sous la croûte glacée d'Europe, il y ait peut-être de la vie, on n'en sait rien, en tout cas il y a des conditions favorables à la vie. Voilà comment on les représentait. Il n'y a pas dans cette liste-là, vous ne verrez pas Mars, vous allez voir, je vais vous montrer le martien de l'époque, était assez intéressant. Alors, voilà des extraterrestres aussi de films, hein, vous les connaissez peut-être. Est-ce que vous connaissez celui-là déjà? C'est Superman, vous le connaissez? Alors Superman, c'est un extraterrestre, hein, puisqu'il vient de la planète Krypton, hein, donc c'est pas un humain, il ressemble à un humain, mais c'est un extraterrestre. Alors celui-là, vous le connaissez? C'est Spock, ça, dans Star Trek. Il y a sa femme ou ça? Ah oui, il y a le bar de Madame Spock là-bas, c'est vrai, exactement, merci Gilles. Merci Gilles. Et celui-là, vous le connaissez, là c'est un méchant, c'est Alien, alors il est vraiment méchant. Jabba et le Rancor, Jabba dans Star Wars, le Rancor, alors on va en parler un peu du Rancor, ça c'est aussi un être de Star Wars. Alors cet être-là, qui s'appelle Uatu, il est assez curieux, il a une trompe, comment on appelle les proboscidiens, les éléphants, il y a des êtres avec des trompes, les éléphants de mer, par exemple, il a des ailes, et il arrive à voler avec ses petites ailes, il a des trop petites ailes pour voler. On peut se rendre compte, alors je ne rentrerai pas dans les détails des calculs, mais on peut se rendre compte que Uatu, malheureusement, il a des ailes trop petites pour pouvoir voler. Si on prenait un être humain, et qu'on lui mettait des ailes, même on dit on va lui mettre des grandes ailes, hein, tant qu'à faire, on va pas s'embêter. Il y a des super-héros. Il y a un super-héros qui s'appelle Angel, comme ça, qui a des grandes ailes. On peut montrer que les muscles humains sont pas assez développés, et sont pas assez nombreux et puissants pour faire voler un oiseau d'une autre façon, ou un ange, comme un ange qui aurait des ailes. Donc un être humain avec des ailes, il n'est pas assez musclé pour voler. Donc ça marche pas. Alors la science, elle est un peu décevante, comme ça, on se dit, oh oui, mais vous allez voir tout à l'heure, elle sera plus marrante. Elle a l'air un peu décevante, mais ça permet de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Parce que l'idée qu'il y a derrière ça, c'est est-ce qu'on peut imaginer un être extraterrestre plausible, quelque chose qui ressemble à un être raisonnable, pas je dessine un extraterrestre, puis voilà, je me débrouille, et puis il est sympa. Il est sympa parce qu'il est divertissant, parce que je me suis bien amusé à le dessiner, à l'imaginer, mais c'est pas un être qu'on pourrait éventuellement croiser. Donc voilà ce qu'on va faire, c'est essayer d'imaginer un être extraterrestre plausible. Alors regardez celui-là, regardez-le bien, et regardez là. Vous voyez, c'est le même pratiquement. Enfin, j'ai l'impression que les gens dans Men in Black, ça c'est un des extraterrestres de Men in Black, j'ai l'impression qu'ils ont pris celui qui était dans les dessins anciens, dans les Pulse. Alors, voilà, maintenant la question qu'on va se poser, c'est comment on construit un extraterrestre. Alors on peut faire comme ça, vous voyez, c'est une sorte de Lego. Alors là, ils ont mis une patte qui n'a pas l'air de coller avec la précédente. Enfin, ils ont fait comme une sorte de Lego. Et puis ils prennent souvent une base, on va dire une base humanoïde. Ça veut dire qu'ils ressemblent aux humains, avec une tête, un corps, 2 bras, 2 jambes. Hein. Il y a souvent ça chez l'extraterrestre de science-fiction, des êtres qui ressemblent d'une façon ou d'une autre aux humains. Parce que, ben voilà, c'est ça qui nous parle le plus, on le reconnaît. Et puis, quand on est au cinéma, quand on voit un être extraterrestre, on veut comprendre rapidement s'il est gentil ou pas, s'il est méchant ou pas, s'il a des émotions, s'il est en colère, s'il est content. On veut le comprendre rapidement.
Et le fait que ça soit un humain, ça va nous aider à comprendre rapidement. Parce que imaginez un extraterrestre, par exemple, on va dire un extraterrestre qui a une forme d'une petite boule avec des poils dessus, puis qui roule par terre pour se déplacer. Imaginons ça. Si vous voyez la petite boule pour rouler par terre, comment savoir si elle est contente, si elle est de mauvaise humeur, si elle vous fait la fête en arrivant, ou si au contraire elle va vous bouffer, ou si elle veut s'en aller, si elle s'ennuie. Comment savoir? C'est pas facile. C'est pas facile. Essayez de deviner l'humeur d'une plante, par exemple, pour faire l'idée. Les plantes sont des êtres vivants. Vous avez une plante chez vous, un rosier ou une petite plante verte, comment savoir si elle est de bonne humeur? Comment on sait ça? C'est pas facile. Alors que si vous avez quelque chose qui ressemble à un animal que vous connaissez, un chat, un chien ou un humain, alors même s'il est bizarre, même s'il est différent, même si c'est utile extraterrestre, on peut avoir de l'empathie pour lui. On peut essayer de comprendre ce qui va se passer dans sa tête, même si c'est un être extraterrestre. Voilà pourquoi on a souvent des humanoïdes, même là, voilà, ça c'est un martien. C'est un martien de 1924. Qui a été dessiné dans une revue qui s'appelle Science and Invention. C'était une revue de radio-amateurs, une revue d'électriciens, d'électroniciens qui expliquait un peu les merveilles de l'électricité. Et puis, de temps en temps, il publiait des images, ou il publiait des romans qui ne s'appelaient pas encore de la science-fiction, mais qui allaient devenir ce qu'on appelle maintenant de la science-fiction. Et le rédacteur en chef de cette revue, c'est Hugo Gernsback, je dis ça pour les plus grands, qui est le fondateur de Amazing Science, qui était Amazing Stories, qui est le premier pulse de science-fiction, à la fin des années 20. Donc voilà un martien. Alors, je vais leur montrer une autre version, ce martien. Regardez celui-là. Ça, c'est le martien de la série tout à l'heure, où il manquait, je voyais les êtres de Vénus, de Jupiter, de Saturne, etc. Ça, c'est le martien de Frank Paul, donc, de cet illustrateur des années 40. Et regardez ce martien. Moi, j'aimais ça quand j'étais petit. Il y avait le martien, et à côté, il y a une page qui explique tout un tas de choses qu'on voit sur l'image. Quand j'étais petit, moi, j'adorais, je ne sais pas si ça se fait encore beaucoup, on voyait, par exemple, un grand vaisseau spatial, dessiné avec, on le voyait en écorché, et on voyait l'intérieur, et puis il y avait plein de flèches, il y avait des numéros partout, puis il disait voilà, là c'est la soute, là c'est le moteur, là c'est le réacteur, là c'est la cabine, là c'est etc. Je sais pas si ça existe encore, ce genre de choses-là. Enfin, moi j'adorais ces images. Et en voilà une, alors moi j'étais pas né à l'époque, hein, je vous rassure, ou alors j'aurais bien vieilli, on va dire. Et là on explique chaque chose. Alors qu'est-ce qu'on voit? Le A, là, ces espèces d'antennes, c'est ce qui permet à l'extraterrestre de faire de la télépathie. La télépathie, c'est la capacité de, au lieu de parler, là je vous parle comme ça, vous m'entendez par le son, mais si j'étais télépathe, ça serait ça, et vous m'entendriez dans votre, directement dans votre cerveau, j'émettrais je sais pas quoi, on ne sait pas le faire, hein, ça n'existe pas sur Terre malheureusement, et directement dans votre cerveau, j'émettrais quelque chose, et vous me comprendriez directement dans votre cerveau. Le débat serait comme ça. Mais vous m'entendriez dans votre cerveau, évidemment. Vous ne serez pas là à dire, mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il dit? Faut qu'on attend comme des cons. D'accord? Donc, c'est ça la télépathie. Alors, les martiens, souvent, les extraterrestres, ont des dotes de pouvoir un peu curieux qu'on ne trouve pas sur Terre, voire de pouvoir impossible sur Terre, enfin, qui n'existe pas sur Terre. Impossible, je ne sais pas, mais qui n'existe pas sur Terre. La télépathie. Ensuite, regardez, il a des très grandes oreilles. Ça, c'est parce que sur Mars, c'est un martien. Sur Mars, à l'époque, on savait qu'il y avait une atmosphère, sur Mars comme sur la Terre, une atmosphère qui est très ténue. Il y a la pression atmosphérique de Mars, elle est 160 fois moins grande que celle de la Terre. Il y a beaucoup moins d'air, d'une certaine façon. L'atmosphère de Mars, elle est beaucoup moins épaisse, beaucoup moins dense que celle qui est sur la Terre. Ce qui fait que le son s'y propage d'une façon ou d'une autre plus difficilement. Donc, il a des grandes oreilles pour mieux capter le son. Et vous voyez que l'argument, c'est pas j'ai mis des grandes oreilles pour faire joli, pour faire comme Mickey ou comme un lapin bizarre. J'ai mis des grandes oreilles, Frank Paul nous raconte, j'ai mis des grandes oreilles parce que sur Mars, je pense que le son sera plus difficile à capter. Et comme sur Mars, on sait aussi qu'il fait beaucoup plus froid que sur Terre, la température sur Mars, moyenne, elle est environ moins 60 degrés Celsius. Moins 60, hein, donc très froid. Moyenne, ça veut dire que des fois, il fait jusqu'à moins 5 degrés, 0 degrés quand c'est vraiment en plein chaud, plein été sous l'équateur, et ça descend jusqu'à moins 120 la température sur Mars, donc vraiment très froid. Alors comme c'est très froid, regardez les yeux et le nez, ils sont longs mais ils sont rétractiles, ils peuvent rentrer dans le corps pour les protéger. Quand il a besoin de voir ou de sentir, il les sort, et puis quand il fait froid, il les rentre. Donc il a des yeux télescopiques et un nez télescopique pour se protéger du froid. Et regardez aussi ses poumons, ils sont à la fois très développés, parce que l'air est très rare sur Mars, l'air est très ténu, et en même temps, ils sont couverts d'une espèce de pelage, de fourrure pour se protéger du froid. Ça, c'est ce qui est expliqué encore. Vous voyez, le D et le E, c'est ça que ça explique. Il a aussi, regardé des ventouses aux pieds. Il ne marche pas avec des pieds comme nous, un peu rectangulaires, tout plat. Il a des espèces de ventouses, parce que sur Mars, la gravité est plus faible que sur Terre. La gravité, c'est la force qui nous tire vers le centre de la Terre et qui nous colle à la surface de la Terre. Alors, cette gravité, comme elle est plus faible, pour que l'extraterrestre puisse bien se déplacer, il a des ventouses, il est bien collé au sol d'une certaine façon. Et puis, il a aussi
des jambes très fines, et puis il est assez grand, regardez, par rapport à l'être humain, il est beaucoup plus grand. Alors ça va avec dans le sens de, ben, cet extraterrestre, il est beaucoup plus grand parce que la gravité de Mars est plus faible que celle de la Terre. Et qu'il peut être plus grand parce que la gravité est plus faible. Si j'avais un humain sur la Terre qui fait, mettons, 5 mètres de haut, et qui tombe, il se brisera très facilement. Alors qu'un humain qui fait 1m75, s'il tombe, il se fera mal. Peut-être il se fera mal, peut-être il se cassera le bras, ça arrive aussi, ou la jambe, ça arrive, mais en général, il ne sera pas mal. Alors qu'un humain de 5 mètres de haut, quelqu'un qui serait comme moi, avec 2 bras, 2 jambes, une tête en haut, etc., qui fait 5 mètres, s'il tombe, il a toutes les chances de se casser quelque chose. Et peut-être de se casser la tête, de se briser la tête, et donc de mourir peut-être. Donc les grands humains, un grand humain sur Terre, c'est la gravité de la Terre est trop intense et il pourrait se briser si facilement qu'il serait éliminé très rapidement. Donc ça limite, la gravité va limiter la taille des êtres vivants. On va le revoir tout à l'heure avec le rancor, on va parler du rancor de Star Wars. Et donc qu'il soit grand, c'est pas impossible. Ici, il a une espèce de réserve, là c'est le G qui est indiqué là, il a une réserve d'eau, parce que sur Mars il y a très peu d'eau liquide, donc il a une réserve d'eau. Et puis il a une espèce d'appareil dans les mains, c'est celui qu'on voit là, enfin une autre version de celui qu'on voit là. Ça c'est pour montrer que c'est un être qui a une technologie très développée, c'est une espèce d'épée atomique, on appelait ça atomique à l'époque, hein, puisque dans les années 50, le nucléaire, l'énergie nucléaire, l'énergie qu'on appelle atomique aussi, qu'on appelle plutôt nucléaire, avec la bombe nucléaire, avec la guerre froide, etc., était très présente dans les œuvres de fiction. Et donc ce martien, il a une épée atomique, ou une espèce de découpeur atomique. Donc vous voyez, tout cet être-là, il n'est pas construit au hasard, il est construit en essayant de le rendre raisonnable vis-à-vis des conditions martiennes. C'est ça qui est intéressant, c'est plus que du divertissement et de l'imaginaire pur, c'est aussi on va faire quelque chose qui rend compte ou qui soit adapté aux conditions martiennes. Même si on sait maintenant que sur Mars, il n'y a pas d'être vivant. Alors, ça a déjà été tenté. Là, ce sont des dessins, des crayonnés de créatures qui ont été imaginés pour Discovery Channel et aussi avec National Geographic en 2005, dans des planètes qui n'existent pas, qu'on appelle Aurelia, qui est une planète qui tourne autour d'un soleil rouge, qui n'est pas comme le nôtre, un soleil jaune ou blanc plutôt, mais un petit soleil rouge. Et puis une autre lune qui s'appelle Blue Moon, qui est une petite lune habitable d'une planète géante qui tourne autour d'une étoile double. Donc un peu comme dans Avatar. Vous avez vu Avatar, j'imagine? Dans Avatar, il y a Pandora, qui est un satellite de Polyphème, qui est la grosse planète Polyphème, la planète géante Polyphème. Et Polyphème tourne autour de Alpha du Centaure, qui est en fait une étoile double. Bon ben Blue Moon, c'est exactement ça. Et donc là, il y a des scientifiques, c'était pour faire un documentaire télévisé sur la vie extraterrestre, il y a des scientifiques qui se sont amusés à imaginer la forme que pourraient avoir des extraterrestres sur des planètes curieuses. Et ils ont essayé de faire ça le plus plausiblement possible. Alors par exemple, regardez, le Mudpod là, il a une espèce d'ongle très long. Vous voyez, cet ongle très long, c'est pas pour faire joli, c'est parce qu'il se nourrit d'une plante, et avec cet ongle très long, il va couper la plante, et il peut la manger comme ça. Donc il a une espèce de système de sécateur, si j'ose dire, intégré à sa patte. Ils ont imaginé ça. Vous voyez, ils lui ont mis aussi 3 pattes ici et 3 de l'autre côté, il a 6 pattes. Ça c'est un classique, 6 membres, c'est un classique des extraterrestres, de mettre 6 membres pour faire un truc bizarre. Alors, on va maintenant regarder d'autres extraterrestres, on va les évoquer, et on va à chaque fois évoquer une loi de la physique ou une loi de la chimie, quelque chose qui permet de discuter de cette loi à la lumière d'un extraterrestre que je vais vous montrer à chaque fois. Donc voilà, ceux-là, ce sont des... Vous pouvez trouver, j'ai mis le lien, si je pourrais vous le donner en détail, si vous trouvez, même si vous faites Aurelia et Blue Moon Project sur Internet, sur Google, vous trouverez très rapidement des images comme ça, mais il y a même un petit documentaire, enfin pas le documentaire complet, mais quelques minutes de film qui vous montre un peu comment c'était. Alors voilà, hein, qui est pas... Lui, on voit qu'il est méchant, celui-là. On voit qu'il est méchant, il a des grosses griffes, il a des grosses dents, il a des petits yeux méchants, et puis il a des pointes, enfin voilà, il ressemble à une sorte de, je sais pas, de quelle bestiole sur Terre, mais il n'a pas l'air méchant. Alors, sa taille, il est très grand, celui-là. Je parle de celui-là parce qu'il est très grand. Vous voyez ce qu'il a mis là-dedans, vous vous rappelez dans le film, si vous l'avez vu, le film de Star Wars, là, il a une espèce d'os qui lui bloque, qui l'empêche d'avaler Luke Skywalker, parce qu'en fait, c'est Luke Skywalker pour qui ça chauffe dans le film. Et Luke Skywalker, il a récupéré un os d'une des victimes du Rancor, et il a mis l'os dans la bouche, et quand il prend l'os il est presque aussi grand que lui. Hein. Donc l'os qui est là, c'est quelque chose qui doit faire peut-être 1m50, ou 1m30, ou 1m50. Enfin, c'est un os qui est grand comme vous, les enfants, là. Hein. C'est-à-dire que le Rancor, là, quand il ouvre la bouche, il peut vous avaler d'un coup. Hein. Donc c'est quand même une grosse bestiole. C'est une très grosse bestiole. Alors, est-ce que les grosses bestioles, ça peut exister? Alors, j'ai déjà donné un peu, quand je dis grosses, les grandes bestioles, très grandes bestioles, les hautes bestioles. Est-ce que ça peut exister? Sur Terre, c'est quoi l'animal le plus grand possible qu'on connaisse sur Terre, actuellement? Sur Terre, hein, sur le sol, je vais dire. Dis-moi.
J'ai pas entendu à chaque fois. L'éléphant. Alors l'éléphant, oui, c'est le plus grand terrestre, effectivement. Mais est-ce que c'est le plus grand terrestre? Il fait 5 mètres de haut, à peu près, l'éléphant, ou 4 mètres de haut. Est-ce qu'il y a eu des animaux plus grands que l'éléphant? Ou est-ce qu'il y en a des plus grands que l'éléphant, toujours qui marchent sur le sol? Dis-moi. La girafe. Alors la girafe, elle a un cou qui monte plus haut que l'éléphant. Mais elle a l'air plus fine. Mais c'est vrai qu'elle a un cou qui monte plus haut que l'éléphant. Elle monte à plus de 5 mètres, la girafe. Absolument. Et est-ce qu'il y a d'autres animaux que vous connaîtriez parmi ceux qui n'existent plus? Ça, c'est les plus grands qui existent, girafe et l'éléphant. Les dinosaures, exactement. Les dinosaures, il y a eu des dinosaures, des diplodocus, qu'on appelle les sauropodes en général, donc ces grands dinosaures herbivores, qui ont fait jusqu'à 15 mètres de hauteur et qui faisaient 40 mètres de long. Donc d'immenses êtres. Il faut imaginer ça qui passe. Si on met un sauropode là, il ne tient pas dans la place. Là. Enfin, en longueur, il ne tient pas là. Il tient dans le hall, mais pas dans cette zone-là. Donc c'est des êtres immenses qui ont existé sur Terre. Donc on a des squelettes, des fossiles qui montrent que ça a vraiment existé. Alors, on peut imaginer des êtres très grands sur Terre, comme ces sauropodes, ou maintenant l'éléphant. Le rancor, il a l'air un peu grand. Vous voyez qu'avec, si ça fait 1m50 l'ouverture de sa bouche, il doit faire combien de haut? Combien vous diriez de haut pour le rancor, à votre avis? Ouais, c'est ça, 8 ou 10 mètres de haut, il a l'air comme ça. On peut regarder comment on fait pour savoir ça. Je lui dis ça pour les enfants. Si ça fait 1m50, on essaie de comparer. Là, ça doit faire 1m50 de là à là. Puis encore d'1m50, puis encore 1m50. Oui, il doit faire 4 ou 5 fois 1m50, cet être-là. Donc dans les 8 mètres, 5 fois 1m50, ça fait 7m50, donc il doit faire dans les 8 mètres de haut. Alors on ne peut pas imaginer, il y a un autre être que vous connaissez peut-être, s'appelle Godzilla, qu'on voit dans certains films en japonais. Et puis il y a un film américain où on voit Godzilla. Godzilla, il fait 20 ou 25 mètres de haut. Quand on le compare, Godzilla, il fait à peu près 7 ou 8 étages de haut. Un étage, c'est 3 mètres. 7 ou 8 étages de bâtiment, il arrive, il casse tout dans New York. Et donc il doit faire 24 ou 25 mètres de haut. Alors là, ça commence à être sacrément grand. Et puis le Godzilla des films japonais, il fait des fois jusqu'à 100 mètres de haut. Alors là, c'est vraiment grand. Vraiment haut. Alors en fait, on peut se rendre compte que si on est très grand, on va être très fragile et on va probablement s'écrouler son propre poids. Ça, pour s'en rendre compte, c'est assez facile. Alors les petits vont peut-être pas tout suivre, mais l'idée, c'est que si vous êtes 2 fois plus grand, vous n'êtes pas que 2 fois plus grand. Vous êtes aussi 2 fois plus épais et 2 fois plus large. D'accord? Si vous êtes 2 fois plus grand, vous êtes aussi 2 fois plus épais et 2 fois plus large. Et votre volume, le volume, c'est la hauteur multipliée par l'épaisseur, multipliée par la largeur. Si vous êtes 2 fois plus grand, vous êtes 2 fois plus épais, 2 fois plus large. Donc votre volume il est multiplié par 2 fois 2 fois 2. Si vous êtes 2 fois plus grand, votre volume est 8 fois plus grand. Et si votre volume est 8 fois plus grand, vous êtes aussi 8 fois plus massif. On fait des calculs, attention, ça rigole plus. On fait des maths maintenant. 8 fois plus massive. Ah ouais, là, attention, on n'est pas là juste pour dire, yeah, la science-fiction, c'est cool. Moi, je rigole pas. Donc 8 fois plus massif. Et si vous êtes 8 fois plus massif, vous avez donc une masse qui est plus importante. Votre poids, ce qui vous tire vers le centre de la Terre, c'est 8 fois plus fort. Et en même temps, qu'est-ce qui vous empêche de vous écrouler minalement? Qu'est-ce qui fait que vous restez là, comme ça, là, je reste et je résiste à la gravité? C'est quoi? C'est ton squelette, exactement. C'est t'as des os à l'intérieur. Nous, on n'est pas des limaces, on n'est pas des escargots, ou des jabas comme dans Star Wars. On a un squelette, donc on a un squelette. Et notre squelette, il nous empêche de nous écrouler, ok? Mais ce squelette, c'est des os. Et qu'est-ce qui nous empêche? C'est que les os, on appuie dessus. Imaginez, voilà, je vais prendre un os. Voilà un os. Bon, c'est un os un peu curieux, c'est la petite bouteille qui est là. Imaginez l'os. Et bien, il y a quelque chose qui appuie sur l'os. Et le quelque chose, c'est ma masse et mon poids qui me tire et qui appuie sur l'os. Et ça appuie sur quoi? Sur la section de l'os, la surface de l'os. La surface de l'os, c'est ça. Ça appuie là-dessus. Et cette surface, quand j'ai multiplié ma taille par 2, elle est multipliée par combien? Je dis ça pour les grands. C'est une surface, elle est multipliée par 4, exactement, par 2 fois 2. Donc vous pesez 8 fois plus lourd, et la section de l'os, elle est que 4 fois plus grande. Donc l'os, on appuie dessus 2 fois plus fort. Je résume pour les enfants, si vous êtes 2 fois plus grand, vous êtes 2 fois plus fragile. Donc les grands, ton papa, il est beaucoup plus grand que toi, il est 2 fois plus fragile que toi. S'il tombe, il a une bonne chance de se casser. Bon, en général, il ne se cassera pas, évidemment. Que toi, si tu tombes, tu peux te casser aussi, ça arrive, on se casse les membres, mais tu as moins de chances de te casser. Donc tu es plus résistante, tu es plus petite, mais tu es plus résistante. Les enfants sont plus résistants que les adultes parce qu'ils sont plus petits. Ils sont moins forts aussi, mais ils sont plus petits, donc ils sont plus résistants. D'accord? Ça, c'est un point important. Donc si maintenant on imagine un papa 2 fois plus grand, il fait déjà un bon 1m90, lui, 2 mètres, on va dire pour faire rond, un papa de 4 mètres, bon, ça commence à être difficile pour lui. S'il tombe, il est presque sûr de se casser. Un papa de 8 mètres, qui serait 4 fois plus grand, c'est 4 fois plus fragile. D'accord? Donc on ne peut pas imaginer des êtres aussi grands qu'on veut. Ça, Galilée, monsieur Galilée, l'astronome du XVIIe siècle, avait déjà compris ça. Il avait compris que un énorme cheval,
il ne pourrait pas courir comme un plus petit cheval. Il avait imaginé comme un énorme cheval ou un énorme chien. Si on imaginait un chien qui soit haut comme moi, ça serait un chien très fragile, probablement par rapport au chien que nous connaissons. Donc le rancor, s'il tombe, il a une bonne chance de se briser. Et donc du coup, on ne peut pas imaginer des êtres aussi grands que Godzilla. Par exemple, le Godzilla des Japonais, qui mesure 100 mètres de haut, lui, il n'a aucune chance. Il est même probablement tellement fragile que son propre poids va lui briser les os. Il est tellement lourd, imaginez un être humain qui soit énorme, alors la même taille, mais qui soit énorme, qui va 500 kg, il ne peut plus bouger, vous voyez, parce qu'il casse, il va casser ou abîmer ses articulations, ses cartilages, etc. Donc on ne peut pas avoir d'être aussi grand que l'on veut. Alors, ça c'est sur Terre si on marche sur le sol, mais si on est dans l'eau, regardez la baleine bleue. Voilà un humain, voilà la baleine bleue. Elle est beaucoup plus grande que les éléphants et que les humains, la baleine bleue. Parce qu'elle est dans l'eau, et que dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? La poussée d'Archimède, l'eau nous supporte un peu, supporte notre poids, c'est ce qui fait que nous flottons. Eh bien l'eau, elle va permettre d'avoir des êtres beaucoup plus grands que les êtres terrestres. Donc par exemple la baleine ou l'orque, et regardez, ça c'est un pliosaure, c'est un animal disparu, je l'ai mis parce qu'il est particulièrement marrant, c'est un grand carnivore marin d'il y a 150, à peu près 150 millions d'années. On peut imaginer des très grands êtres si la gravité est d'une certaine façon compensée par la poussée d'Archimède, par l'eau, par le fait qu'on est dans un liquide. Et puis il y a une autre façon, regardez ça c'est dans Star Wars, ça c'est l'espèce d'exogorte, le ver géant que dans un astéroïde de Star Wars. Ici on le voit à peine, ce petit machin qui est là, c'est le Faucon Millenium. C'est un vaisseau interstellaire le Faucon Millenium, il y a des humains dedans, il doit faire au moins 20 ou 30 mètres de long. Hein. Donc ça doit faire, on va dire 20 ou 30 mètres de long, regardez ce truc là. C'est combien? Il fait au moins 60 mètres de diamètre, 80 mètres de diamètre, des centaines de mètres de long, il est vraiment gigantesque lui. Il est vraiment énorme, mais il vit sur un astéroïde dont la gravité est à peu près 1000 fois moins grande que la gravité terrestre, peut-être même 10 000 fois moins grande. Donc il n'est pas gêné par son poids. C'est comme s'il avait un poids nul, comme s'il était presque en apesanteur. Donc il peut être très grand si la gravité est très faible. Alors que sur Terre, avec la gravité qu'on a, on ne peut pas être aussi grand qu'on veut. D'accord? Alors le problème de l'exogorte, c'est qu'il est sur un astéroïde et que les astéroïdes n'ont pas d'atmosphère, donc il ne peut pas respirer. J'espère il mange du caillou, j'espère, parce que sinon il n'a pas grand-chose à manger. Hein. Pour un être aussi gros, il faut qu'il trouve quelque chose à manger quand même. Hein. Ça c'est important l'énergie. Nous on mange. Pourquoi on mange? À votre avis? Ça fait plaisir. Oh, c'est déjà un point. Hein. Oh, c'est déjà un point. Pourquoi on mange? Dis-moi à ton avis. Pour grandir, alors oui, ça c'est ce que tes parents disent, parce que toi, si tu manges pas bien, tu dis oh là là, tu manges bien, tu vas pas grandir. Alors, quand on est comme toi, effectivement, c'est pour grandir, ça permet de grandir. Il y a une partie de ce que tu manges qui va servir à te faire grandir. C'est tout à fait juste. Dis-moi. Pour vivre, exactement, ça veut dire quoi? Pour vivre, c'est tout à fait juste. Alors, pour grandir, pour vivre, ça veut dire que nous, notre corps, on consomme de l'énergie. Pourquoi on consomme de l'énergie? Parce qu'on est plus chaud que l'extérieur. Moi, je suis plus chaud, vous êtes plus chaud que l'extérieur. Et donc, là, vous sentez bien. Moi, j'ai un peu frais déjà. Je vois que vous avez gardé vos manteaux, vous êtes plus malin. On est plus chaud que l'extérieur et donc notre énergie, elle chauffe, on chauffe l'extérieur par notre corps qui est plus chaud que l'air. Et donc ça déjà, ça nous coûte de l'énergie. Et puis il faut bien bouger, sauter, courir, réfléchir, respirer, le cœur bat, le sang circule, ça coûte de l'énergie. Donc il faut cette énergie-là pour vivre, ça c'est pour vivre. Il faut avoir cette énergie-là. Si vous ne compensez pas cette énergie que vous perdez, vous allez mourir à un moment donné. Faites, ceux qui font la grève de la faim, à un moment donné, ils ont des problèmes. Hein, et ils finissent par mourir s'ils la font trop longtemps. Et puis, quand on est plus jeune comme vous, il faut manger pour grandir, parce que vous êtes en développement. D'accord? Donc on mange pour faire fonctionner la machine humaine, finalement, le corps humain. Faire fonctionner et développer le corps humain. Donc lui, il a besoin de manger aussi, hein, évidemment. Les extraterrestres, ils auront besoin d'énergie aussi. Ils auront besoin de manger. Alors, est-ce que nous, on mange quoi? Des plantes et des animaux. Mais les plantes, elles mangent quoi, par exemple? Des minéraux, oui. Qu'est-ce qu'elles mangent aussi? Tu voulais dire ça, des minéraux? Des minéraux, c'est-à-dire ce qu'elles prennent dans le sol, elles mangent du gaz carbonique. Elles prennent le gaz carbonique de l'air, elles le transforment en plantes, en feuilles, voyez, puis elles produisent de l'oxygène en faisant ça. Donc les plantes, elles mangent un gaz. Donc il pourrait y avoir des extraterrestres qui mangent du gaz. Enfin, les plantes, c'est des êtres vivants, terrestres. Dis-moi, jeune homme, mais je ne vais pas t'entendre si tu suis loin. Viens me voir jusqu'ici si tu poses la question, viens. Rapproche-toi. Et puis on va prendre un micro comme ça permettra de t'entendre aussi. Je suis en train de réaliser qu'il y a plein de micros. Carnivore, elle mange des mouches. Tu as exactement raison, merci de ton intervention. Il y a des plantes qui ne mangent pas que du gaz carbonique. Il y a des plantes carnivores qui mangent des mouches, qui mangent des animaux finalement. Merci, une très bonne remarque. Donc il y a des plantes bizarres qui mangent des animaux. Il y a des animaux qui mangent des plantes.
c'est les herbivores, et il y a les animaux qui mangent les plantes. Et qui mangent des plantes. Nous, on mange les animaux qui mangent des plantes, on mange les vaches et les cochons, on est des carnivores aussi, puis ensuite on mange des plantes. Puis il y a les lions, ils mangent que des animaux. Donc il y a un peu tout ça, et donc les êtres extraterrestres, ils auront besoin à un moment donné de manger quelque chose. Ça, c'est un point important. Et donc lui, le fait qu'il soit sur un astéroïde où il n'y a rien du tout que des cailloux, et il n'y a même pas l'atmosphère, on se demande bien comment il peut manger. Ça, c'est un problème. Ça sera un problème. Ah oui, ça, c'est Foucault. Alors voilà, on est dans Avatar maintenant. On va parler un peu de locomotion. Là, on voit au premier plan, on voit un Thanator qui a 6 pattes, 3 ici, 3 de l'autre côté, et puis derrière, on ne les voit pas bien, c'est les Titanotherium, c'est des croisements entre un espèce de rhinocéros, et puis devant, le rostre, là, ça évoque un requin-marteau. Pareil, il a 6 pattes. Alors là, c'est pour montrer que d'abord aussi, quand ils font ces êtres extraterrestres au cinéma, ils font souvent ce qu'on appelle des chimères, c'est-à-dire un mélange entre plusieurs morceaux d'êtres terrestres. Par exemple, là, ils ont mélangé, celui-là, il ressemble à quoi? Quel est l'animal terrestre qui ressemble un peu à celui-là? Un loup, par exemple, ou quelque chose comme ça, ou un gros chien noir, enfin un loup, ou un chacal, ou un carnivore désagréable. Ils ont un peu changé, ils ont mis des choses un peu différentes, et puis ils ont mis 6 pattes, pour faire bizarre. Et puis derrière, le Titanotherium, il ressemble à un croisement entre un rhinocéros et un requin-marteau. Donc ça, c'est souvent le cas. Les chimères, regardez sur celui-là, ça c'est dans John Carter. Regardez, là, lui, il va avoir des problèmes manifestement. Et voilà, il a 6 membres. Là, ça ressemble à quoi, celui-là? C'est un croisement entre quoi et quoi, à votre avis? À quoi il ressemble? Dis-moi. Un gorille, exactement. Et puis quoi encore? Jeune fille. Une araignée, alors pourquoi une araignée? Ah, les araignées, elles ont 8 pattes. Ah, c'est 8 pattes, les araignées. Mais les insectes, ils ont 6 pattes. Il y a un genre d'insectes, quoi, voilà. À 6 pattes, c'est les insectes. Sur Terre, ce sont les insectes. Beaucoup, les insectes qui ont 6 pattes. 8 pattes, les araignées. Puis il y a aussi les myriapodes, il y en a qui ont plein de pattes, espèces de vers, les 1000 pattes qu'on appelle les 1000 pattes. Mais regardez que ces grosses dents, là, comme ça, là. Ça existe sur Terre, des trucs qui ont des grosses dents comme ça? Des grosses canines? Ça, ah, voilà, ça existait. On appelait les tigres à dents de sabre. Voilà, donc c'est un peu un tigre à dents de sabre avec des grosses dents comme ça. Mais il y a aussi remarqué, par exemple, les morses. Vous connaissez les morses? Hein, les morses ont 2 grands, et puis en plus petit en tout, ils ont 2 grandes canines comme ça. Dis-moi. Et l'éléphant, alors l'éléphant, lui, c'est pareil, mais il n'y en a que 2 qui font vers l'avant. C'est exactement ça, l'éléphant. Les défenses de l'éléphant, ce sont ses dents qui ont poussé. Hein. Le mammouth aussi, exactement. Le mammouth, c'est comme un éléphant. Ah, il y a Rodolphe. Et donc voilà, ça c'est encore une chimère entre un singe, un tigre à dents de sabre, un éléphant, un morse. Et là, pareil, regardez les mains, il a des pouces, hein, regardez. À chacune de ses mains, il a un pouce. Ça veut dire qu'il a un doigt qui peut se mettre à l'opposé des autres. Comme les quadrumanes, on appelle les primates, on les appelle aussi pour certains d'entre eux les quadrumanes, parce qu'ils ont des mains comme nous, et leurs pieds. Est-ce que nos pieds sont des mains? Ça a l'air idiot de dire comme ça, mais notre gros orteil, on ne peut pas faire une pince comme ça. Nos gros orteils, essayez de saisir un truc avec vos pieds, vous allez voir, c'est pas facile. Pieds nus, évidemment, pas avec les chaussures. Hein. Ah, avec les chaussures, c'est pas facile. Vous essayerez, c'est pas facile parce que votre pouce, votre gros doigt de pied, vous ne pouvez pas le mettre en face des autres petits doigts. Hein. On ne peut pas faire ça. Il est à côté, puis là, c'est pas facile. En plus, ils sont courts, c'est pas facile à saisir. Bon, ben lui, il peut saisir ce qu'il veut. Donc encore une fois. Alors le fait qu'il y ait 6 membres, ça améliore pas du tout la locomotion, il n'y a pas de raison, on marche pas mieux parce qu'on a 6 membres, on ne court pas mieux parce qu'on a 6 membres ou 4. Hein. 4 suffisent bien. Les insectes en ont 6, mais leur structure, la façon dont est organisé leur plan corporel n'est pas le même que nous. Nous, on a un squelette interne, alors que les insectes, ils ont un squelette externe. Et un squelette externe, on peut montrer que c'est plus facile de mettre des membres externes, alors que nous, si on voulait rajouter 2 bras ici, un ici qui sort et un autre là, par exemple, sur ma colonne vertébrale, il faudrait rajouter des articulations comme j'ai au niveau des épaules. Et ça rend la chose, le plan corporel, beaucoup plus compliqué et beaucoup plus fragile surtout. Donc c'est pas très rentable d'avoir 6 membres quand on a un squelette interne, c'est pas très rentable. Il n'y a aucun animal sur Terre qui a 6 membres, un squelette interne. Alors, et en plus, il y a un autre truc sur la taille. Il faut y penser, ça a l'air de rien, mais il faut y penser. C'est que, comment ça se fait qu'on bouge? Pourquoi, je dis, voilà, mon bras il bouge, pourquoi il bouge? Comment ça se fait qu'il bouge? Dis-moi. Ah, les articulations, ça c'est la mécanique du bras, exactement. Si j'avais un bras sans articulation, il serait comme ça. J'aurais un bras un peu bête, il ne bouge pas. Ce serait quoi, comme une corne de cerf finalement. Mais alors, pourquoi il bouge maintenant? D'ailleurs, ça c'est la mécanique, mais là il ne bouge pas, et là il bouge. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement, c'est mon cerveau qui a dit au muscle, fais ci, ça. Alors il n'a pas dit, tu vois, il a dit, je ne sais pas comment ça se passe, il bouge, et hop, ça a bougé comme ça. Parce que c'est mon cerveau qui a parlé au muscle, ok?
Alors maintenant, imaginons que je sois très grand, comme ce truc-là, de Mars. Très 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 grand. À votre avis, combien de temps ça met quand mon cerveau il parle à mon bras? Est-ce que ça va vite ou est-ce que ça va pas vite? Pas très vite, mais comment on peut se rendre compte que ça va pas très vite? Par les réflexes. Imaginons que je vous pique le bout du doigt. Doucement, il ne faut pas vous faire mal. Je pique le bout du doigt. Vous allez retirer le doigt, évidemment. Mais combien de temps ça prend, à votre avis, pour... Je vous pique le bout du doigt et vous retirez le bout du doigt. Le réflexe du doigt. Vous avez une idée du temps que ça prend? Ça prend quelques centièmes de seconde. Quelques centièmes de seconde. C'est très rapide. C'est très rapide, mais pourquoi c'est très rapide? Parce que mon bras n'est pas très long. Quand je pique le bout du doigt, il y a l'influx nerveux qui se propage dans mon bras jusqu'à mon cerveau qui dit bah, ça pique. Et le cerveau dit oh ça pique, c'est pas bien. Ça revient et ça dit ça pique, ça revient pour dire enlève ta main. Comme quand on se brûle, on touche, hop, on enlève tout de suite. Parce que c'est chaud. D'accord? Il a fallu que l'influx nerveux il aille du doigt au cerveau et qu'il revienne. Ça prend du temps. L'influx nerveux il ne va pas aussi vite que ça. Il fait 30 mètres à peu près en une seconde. Ce qui est pour faire 2 mètres, il met un peu moins d'un dixième de seconde, quelques centièmes de seconde. Mais imaginez un être très 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 grand. Je lui pique les fesses. Ça va l'énerver, si c'est un truc comme ça, ça va l'énerver. Mais le temps que ça arrive à son cerveau, on m'a piqué les fesses, ça m'énerve. Il bouge la patte. Vous avez compris quoi, ce qui va se passer? Si l'être il est très très grand, ça mettra du temps pour arriver à son cerveau, et puis pour revenir et pour donner l'ordre à la patte de donner un coup. D'accord? Donc un être très très grand, vous pouvez lui piquer les fesses. Si vous repartez assez vite, le temps que ça arrive à son cerveau, que ça revienne, et peut-être il n'aura pas le temps de bouger. D'accord? Donc les êtres très grands, ils ont un autre problème. On parlait tout à l'heure de la gravité, du poids qui va les écraser, mais ils ont un autre problème qui est qu'ils auront des réflexes vraiment très lents. Ils mettront du temps. Alors c'est pour ça qu'on sait que sur les grands dinosaures dont on parlait tout à l'heure, les grands dinosaures, ils avaient un cerveau assez petit dans le crâne, mais au niveau du rachis, là, quelque part par là, ils avaient un deuxième renflement dans leur moelle épinière, un deuxième centre nerveux qui n'était pas comme un cerveau, mais qui était une sorte de centre secondaire pour contrôler les muscles et les pattes arrière. Parce que sinon, vous donnez un coup de pompe aux dinosaures, le flux nerveux, le temps qu'il fasse les 30 mètres du dinosaure, ça prend plus d'une seconde. Il dit « Oh, on m'a donné un coup de pompe, ça m'énerve. » Et ça revient pour que la queue vous balaye. Ben vous êtes parti, c'est rien passé, vous voyez, d'accord? Donc, pour pouvoir réagir à ce qui se passe, alors en général, on ne donnait pas un coup de pompe à un dinosaure quand même, parce que, bon, comme il est gros, on se dit « On va se méfier quand même. » Mais, puis avant, il n'y avait pas d'humains à l'époque des dinosaures. Mais voilà, c'est pour dire qu'un grand animal aussi, ça pose des problèmes de coordination. Alors que les insectes qui ont 6 membres, il y a tous ces membres à coordonner, à faire bouger ensemble, que ça se passe bien. C'est compliqué. C'est très compliqué de faire ça. Et donc, ils ont besoin d'être de petite taille et avec un système nerveux, même éventuellement délocalisé dans le cas des insectes. Il n'y a pas de système nerveux, pas forcément de système nerveux central, c'est un système automatique qui est délocalisé comme en parallèle, on dirait, pour ceux qui font de l'informatique. C'est comme si c'était un système en parallèle pour gérer tous les membres des insectes, pas beaucoup de membres, les myriapodes par exemple. Alors, je sais plus, j'en suis. Ah oui, les banshees. Alors les banshees, ça, ils sont sympas. C'est ces êtres volants que l'on voit, ces êtres volants là que l'on voit dans Avatar. Et puis on voit un Na'vi. Un Na'vi, ça c'est un des autochtones, des extraterrestres humanoïdes, et ils ressemblent beaucoup aux humains. Ils sont bleus, ils font 3 mètres de haut. Ça c'est pas mal, 3 mètres. Hein. On peut estimer que l'humain le plus grand possible, c'est à peu près 3 mètres. Donc ça c'est bien, ils ont bien choisi la taille. Et l'humain, ou je dis l'humain, ou l'humanoïde, hein, avec 2 bras, 2 jambes et un corps. Et puis, si lui, déplié, il fait 3 mètres, alors ça, l'envergure, c'est à peu près 10 mètres d'envergure. Hein. Le banshee, c'est un grand être volant, vraiment un grand être volant. Alors, vous connaissez les oiseaux, les plus grands oiseaux sur Terre? Vous avez une idée de ce que c'est, le plus grand oiseau, le plus grand être volant sur Terre? Essayez de parler très fort. Le condor, super. Super. Et alors, il y en a un autre qui est presque aussi grand que le condor. Le condor, regarde, il y a le condor, et puis il y a l'albatros. C'est les 2 plus grands oiseaux sur Terre. Ils font 3 mètres d'envergure. Et puis les plus grands possibles, les plus grands êtres vivants volants sur Terre, c'est ce qu'on appelle des ptérosaures. Voilà un ptérosaure qui s'appelle Quetzalcoatlus, il faisait 10 mètres d'envergure. On a un squelette, je vais vous montrer, de ptérosaure. Ça existe de Quetzalcoatlus, ça existait. Les ptérosaures, alors je précise quand même, en dépit ça finit par zore comme dinosaure, mais les ptérosaures, ce ne sont pas les dinosaures. Hein. C'est une autre catégorie d'animaux qui ont disparu, qui sont des ptérosaures. Les dinosaures, quels sont les descendants des dinosaures sur Terre actuellement? Quelque chose qui descend des dinosaures. Les oiseaux, exactement. Les oiseaux, les poulets. Respect pour les poulets. Hein.
Les poulets, ça a deux pattes, ça a des petits yeux. Regardez les yeux des poulets, regardez bien comment ça regarde un poulet. Comme ça a l'air un peu minable. On se dit, ouais, barre-toi, quoi, c'est minable les poulets. Mais imaginez que vous êtes tout petit par rapport à un poulet, vous êtes grand comme 3 cm, on vous pose à côté d'un poulet qui vous regarde comme ça, hein, avec son bec, ses petits yeux. Essayez de regarder ses petits yeux. Vous allez voir, les poulets, ils ont des petits yeux inexpressifs. Hein, pour nous, ça ne nous parle pas, ils ont des petits yeux méchants, on dirait, pour nous. Ils arrivent votre bec, imaginez qu'ils vous picorent comme ça, vous rigolez pas, quoi. Donc les poulets, voilà, c'est... Vous imaginez le tyrannosaure maintenant. Ben, le tyrannosaure, c'est pas un poulet, mais c'est sur deux membres. Ça a deux petites pattes, comme le poulet qui a des ailes, il a deux petites pattes devant. C'est un carnivore, le tyrannosaure. Hein. Mais il y a un être vivant qui ressemblait à un oiseau, qui ressemblait à un oiseau moderne, qui s'appelait le... bien, j'ai oublié son nom, l'oiseau terreur. L'oiseau terreur qu'on trouvait dans les plaines de ce qui est maintenant l'Argentine et le sud de l'Amérique du Sud, la pointe sud de l'Amérique du Sud. Et c'était un être qui faisait 2,30 m, 2,50 m de haut, qui a un très gros bec, et donc il vous regarde comme ça, vous regardez comme ça, il est là au-dessus, et qui court très vite, et puis si vous met un coup de bec, je pense qu'il vous ratatine d'un coup. Donc respectons les oiseaux, les poulets, ça a l'air un peu minable, on les mange, mais c'est des descendants des dinosaures. Et donc les dinosaures sont encore présents sur Terre par les oiseaux. Les ptérosaures ont disparu, regardez, 10 mètres d'envergure par rapport à un humain, vous voyez, c'est des êtres énormes hein, qui ont volé sur Terre. Ils volaient, ils planaient avec les ailes ouvertes, ils volaient aussi en battant des ailes. On estime leur masse entre 70 et 100 kg. Comme on n'a que des squelettes, c'est pas facile, voyez. Ça c'est un squelette de ptérosaure avec un long bec. Un des ptérosaures, vous connaissez bien, c'est le... c'est le nom pas encore. Bon, ça va revenir. Le pteranodon, exactement. Voilà, il faut faire confiance aux enfants qui ont une bonne mémoire. Pteranodon, exactement. Quetzalcoatlus est beaucoup plus grand que le pteranodon. Alors voilà un Quetzalcoatlus, ça fait 10 mètres d'envergure. Regardez comme il est mis sur 4 membres. D'accord, il est à 4 pattes, entre guillemets, sur le sol. C'est pas comme un oiseau qui marche à 2 pattes. L'oiseau a 4 membres, 2 ailes, 2 pattes, mais il marche sur 2 pattes sur le sol, les oiseaux. Alors que là, lui, il est mis sur le sol à 4 membres, ça on le sait à cause des os, la forme des os au niveau du bassin. On sait que ces êtres-là ne marchaient pas sur 2 pattes au sol. Ils avançaient sur 4 pattes. Alors il faut remarquer aussi que cette chose-là, c'est un doigt. Hein, je le montre, regardez, ça c'est un ptérosaure. L'épaule, le coude, la main à 4 doigts et un très 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 grand doigt qui sert de structure à la peau. Le patagium, c'est cette peau qui sert d'aile finalement. Ça c'est quoi? C'est un mammifère, c'est une chauve-souris, donc il y a des mammifères volantes, avec on voit la chauve-souris tout de suite, qui a 5 doigts. Elle a 4 doigts là et 1 pouce pour s'accrocher. Et puis là, c'est l'oiseau, un poulet, par un oiseau, qui a comme nous l'épaule, le coude, le poignet, les doigts. Ça, c'est ses 4 doigts, le pouce, et tous les autres doigts se sont rassemblés en un seul. Il n'a plus que 2 doigts. Les poulets, si on quand vous mangez un poulet, regardez bien comment c'est fichu. Il n'a plus que 2 doigts, le poulet, dans l'aile. Parce que personne n'aime manger la laine, en général, c'est la maman qui mange parce qu'elle sacrifie, ou le papa qui sacrifie. Les enfants mangent le blanc qui est plus un petit bonnard. Ben là, à cet endroit-là, il y a que 2 doigts. Donc il y a eu plusieurs fois, le vol a été inventé plusieurs fois sur Terre, ce qui semble vouloir dire, on peut se dire après tout, s'il existe des extraterrestres, peut-être qu'ils vont inventer le vol aussi. Il y aura aussi des animaux volants, un peu comme les Banshees d'Avatar, c'est tout à fait possible, puisque ça a été inventé finalement sur Terre, inventé entre guillemets, par les ptérosaures, par les dinosaures, par les oiseaux maintenant, et par les mammifères, d'accord, par 3 catégories d'êtres qui n'ont rien à voir, et qui ont chaque fois, entre guillemets, inventé le vol. Et je ne raconte pas tous les insectes. Je parle du vol battu, on bat des ailes pour voler. Les insectes, ils volent de manière assez différente. Voilà. Alors voilà, regardez comme il est posé. Comment il est posé sur le sol. Regardez comment est posé un banshee. Regardez l'aile pliée, et là, c'est replié. Ils ont posé le banshee sur le sol exactement comme on pense qu'étaient posés les ptérosaures. Les gens d'Avatar, qui ont fait le film Avatar, ils n'ont pas fait complètement au hasard. Ils ont changé un peu la gueule de la bête. Vous voyez, ils n'ont pas mis ce long bec, là, cette espèce de long bec. Ils ont mis quelque chose qui ressemble plutôt, à un dragon, d'accord. Mais ils ont mis les ailes exactement posées comme on aurait posé les ailes, comme on aurait posé un ptérosaure. Alors autre chose qu'ils ont faite, regardez, comment il respire le banshee à votre avis? Regardez là, vous les voyez les narines? C'est là où on s'attend à voir les narines d'habitude. Alors elles sont les narines. En dessous du coude. Exactement, elles sont là. Elles sont là les narines. Il y a 2 trous là, vous regardez dans le film, ça s'ouvre et ça se ferme ces trous dans le film. On les voit très clairement s'ouvrir et se fermer. Ça ressemble à quoi? Des trous qui s'ouvrent et qui se ferment pour respirer. Quel animal sur Terre a ça? Alors les poissons, ils ont plutôt des branchies, d'accord? Et ils respirent dans l'eau, enfin ils prennent l'oxygène de l'eau. Là, ils respirent un gaz. Alors je vais être plus précis, vous allez tout de suite trouver un animal marin qui respire de l'air et qui a un truc qui s'ouvre et qui se ferme.
Dis-moi. J'entends pas? Le dauphin, exactement. Le dauphin, sur la tête, les dauphins, ils ont un évent qui s'ouvre et qui se ferme. Et c'est par là qu'ils respirent de l'air. Les dauphins respirent de l'air. Et après, ils retiennent leur respiration, ils vont sous l'eau, ils ressortent. Les dauphins ne sont pas des poissons. Les dauphins sont des mammifères comme nous, comme les humains, les vaches et les cochons. Et donc là, il y a deux évents comme les dauphins. D'accord? Donc ils ont mélangé le dauphin pour les évents, une tête qui ressemble un peu à une tête de dragon, avec des dents comme des dents de crocodile, des dents de reptile, des dents pointues. Je dis des dents de reptile parce que nous, les dents, on a 10 dents différentes. On a les dents devant, les incisives qui vont trancher, les canines qui vont percer, et les molaires qui vont écrabouiller. Les éléphants, ils n'ont qu'une seule sorte de dents, ils ont que les molaires, un truc qui écrabouille pour écrabouiller les herbes. Et puis leurs canines, là, c'est juste les défenses. Enfin, les canines, les incisives, les canines, oui, sont les dents devant les défenses. Et puis les crocodiles, regardez les dents des crocodiles, enfin en photo, hein, pas en vrai, parce que de trop près, ça fait mal. Les dents de crocodile, vous savez, ils ont toutes les mêmes dents. Elles sont plus ou moins grosses, mais ils ont toutes la même forme de dents. Que des dents pointues en forme de cône. Parce que les crocodiles, essentiellement, ils attrapent la bête, ils la noient pour la tuer. Après, ils arrachent des bouts, puis ils avalent les bouts tout ronds, ils ne mâchent pas. Ils avalent comme ça tout rond, le crocodile. Et bien, c'est pareil pour les dauphins. Un dauphin, il a des dents comme ça aussi, des dents coniques. Toutes les mêmes dents. Parce que le dauphin, comment il fait pour attraper un poisson? On lui donne le poisson, ou il l'attrape dans l'eau, il le prend, et qu'est-ce qu'il a fait après? Il l'avale tout rond. Il ne le mâche pas, et comme nous on mâche, et on vous dit de bien mâcher d'ailleurs, il l'avale tout rond le poisson. Et pourquoi il peut l'avaler tout rond? Et c'est ce que vous avalez tout rond, vous d'un coup sans mâcher. Est-ce qu'on fait ça nous? Des fois ça arrive, un bonbon, des fois on suçote un bonbon. On a de la chance, c'est passé dans le bon tuyau. C'est-à-dire du côté de l'œsophage, vers l'estomac. Mais nous, juste à côté, il y a un autre tuyau qui s'appelle la trachée artère. Voilà, la trachée artère, par lequel on fait passer l'air. Et selon qu'on respire ou qu'on avale, il y a un petit système qui fait passer l'air, on fait passer la nourriture. Et il ne faut pas se tromper. Alors l'avantage, c'est que si mon nez il est bouché, j'ai l'air un peu bête, mais je peux respirer. D'accord? Et si ma bouche est fermée, je peux manger en passant un tuyau par le nez. Pour les plus petits enfants, enfin vous maintenant vous avez grandi, mais les tout petits enfants, des fois ils avalent par le nez parce qu'ils jouent avec la cuillère, ils mettent la purée dans le nez. C'est pas très pratique, hein. En général leur dit non, c'est pas ça l'astuce, ça marche. D'accord? Parce qu'à l'arrière du nez, la gorge, elle communique avec l'arrière du nez. Donc on peut avaler par le nez, on peut avaler par... c'est pas pratique, on peut avaler par la bouche, on peut respirer, on respire en général par le nez, on peut respirer par la bouche. D'accord? Nous on a deux tuyaux qui sont parallèles et qui se rejoignent à l'arrière de la gorge. Alors qu'un animal comme le banshee et comme le dauphin, les vents, il y a un tuyau qui va au poumon et il y a un tuyau par la bouche qui va à l'estomac. Et ces deux tuyaux sont complètement séparés. Ça veut dire que le dauphin peut avaler tout rond, il n'y a aucune chance que ça passe dans le mauvais tuyau. Et quand il respire, il n'a qu'un seul tuyau. Si vous mettez un bouchon sur les vents du dauphin, il est mort. Parce qu'il ne peut plus respirer. Si vous bouchez le nez, je peux encore respirer par la bouche. Le dauphin, non. Et bien là, c'est pareil. Si on devait imaginer cette tête, si on bouche ces deux trous-là, lui va mourir. Il ne peut pas respirer par la bouche, probablement, s'il fonctionne comme un dauphin. Et par contre, on sait que pour attraper un être, pour le manger, qu'est-ce qu'il va faire? S'il est petit, donc si c'est un petit enfant comme vous, il le prend, il l'avale d'un coup, parce qu'il est assez petit. S'il est grand, comme ce papa qui est là, alors c'est un grand papa, il ne va pas l'avaler d'un coup, alors il va le saisir, il va le taper par terre pour en faire des morceaux, ça rigole pas, hein. Vous voyez, je fais des expériences cruelles, hein. Mais c'est une expérience imaginaire, donc tout va bien. Il va le casser en morceaux, il va les crabouiller, il a l'air d'avoir des grosses mâchoires, et après les plus petits bouts qu'il aura fait, il va les prendre un par un pour les avaler tout rond. D'accord? Donc on peut savoir comment mange cet être uniquement à partir de sa morphologie, en la comparant à la morphologie des êtres terrestres. C'est ça qui est intéressant, c'est de se demander est-ce qu'il est plausible ou pas. Probablement pas. Et des êtres comme ça n'existent probablement pas. Enfin, en réalité, on n'en sait rien. Mais ce qui est amusant, c'est qu'ils l'ont fait, cet être-là, dans Avatar, en s'inspirant d'êtres terrestres. C'est vrai de la plupart des êtres extraterrestres que l'on voit dans les films de science-fiction, dans les œuvres de science-fiction. Et ce qui est intéressant, c'est de se demander à quoi ça ressemble sur Terre et comment ça pourrait donc fonctionner. Faire une sorte d'enquête scientifique, finalement, sur ces êtres. C'est ça qui est, je trouve, moi, le plus intéressant. C'est pas tellement de se demander, bon, ça marche pas, et puis de dire, tout ça c'est de la merde. Moi, j'aime bien ces œuvres de science-fiction-là, j'aime bien ces films de science-fiction, donc mon but, c'est certainement pas de les détruire en disant ça marche pas, c'est de se dire, comparons avec le monde terrestre, comparons avec les animaux terrestres, apprenons des choses sur le monde terrestre, et essayons de comprendre comment ces êtres-là fonctionnent. Alors, il reste 5 minutes, donc j'étais bavard. Je vous avais vu l'image, alors je peux pas la chanter. Je peux pas la chanter parce que vous avez vu, on va en parler. Un peu de ces êtres, alors ceux-là c'est les grosses têtes, j'appelle ça les grosses têtes de l'ASF. Voilà, ils ont un gros cerveau. Bon, il a l'air méchant, lui. Il a pas des petits yeux, mais regardez, il a un squelette, il a une tête vraiment pas agréable. Hein. Il a une tête squelettique, pas agréable. Et il a un gros cerveau. Et alors, qu'est-ce qui est
qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui n'est pas bien, on va dire. Critiquons, discutons sur ce cerveau. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on voit ce cerveau? Ou la tête de cet être-là, dis-moi. On dirait qu'il est intelligent. Alors pourquoi intelligent? Voilà, pourquoi on dirait qu'il est intelligent? Tu as une raison? Je vais juste comme ça, Parce qu'il a un gros cerveau. Voilà, on dirait qu'il est intelligent parce qu'il a un gros cerveau. Premier point. Deuxième point, est-ce que vous voyez d'autres choses à dire? Est-ce que ça ressemble à un cerveau des humains? On n'a pas toujours vu des cerveaux d'humains, en général on les voit dans les livres de biologie. Dis-moi. Il est pas protégé, t'as raison. Son cerveau il n'est pas protégé. Alors en fait, t'as raison. Il n'est pas protégé. Ça veut dire qu'il a quand même cette espèce de casque là qui le protège, mais c'est probablement pas une protection du cerveau, c'est pour pouvoir, une sorte comme un scaphandre. Comme nous, les humains, quand nous allons dans l'espace, pour respirer, il nous faut un scaphandre pour avoir de l'air, pour respirer. Parce que dans l'espace, il n'y a pas d'air. Alors là, il a un scaphandre. Mais c'est pas pour protéger son cerveau, c'est pour lui donner de l'air martien, parce que c'est un martien. D'accord? Donc il n'est pas protégé, son cerveau, effectivement. Dis-moi. Ah oui, il a un cerveau en deux parties. Mais comme nous, notre cerveau, il est aussi en deux parties. On a le cerveau droit et le cerveau gauche. Son cerveau ressemble pas mal dans sa structure, dans sa surface, à notre cerveau. Est-ce qu'on appelle tous ces petits zigouigouis là, on appelle des circonvolutions. Des circonvolutions. Et il a l'air intelligent parce qu'il a un gros cerveau. Il est coupé en deux avec des circonvolutions comme notre cerveau et il n'est pas protégé. Alors ça, le coup de il n'est pas protégé, c'est un coup terrible quoi. Notre cerveau, il est protégé par la boîte crânienne. Tous les êtres vivants terrestres qui ont un cerveau ont une boîte crânienne qui les protège. D'ailleurs, ça forme un embranchement des êtres vivants qu'on appelle les crâniates. Les crâniates, ils sont apparus il y a 480 millions d'années. Et le cerveau, il est apparu avec les crâniates. Enfin, le crâne, ou la boîte crânienne et le cerveau, c'est apparu en même temps. Il n'y a pas eu le cerveau d'abord, et les crânes après. Ou alors les crânes vides d'abord, et puis le cerveau ensuite. Hein. D'accord? C'est pas les... C'est apparu les deux en même temps, évidemment. Le crâne pour protéger le machin important. Hein. Donc les crâniates, alors eux, c'est pas des crâniates manifestement. J'en ai un autre que vous connaissez peut-être moins pour les enfants. Celui-là, il est sympa aussi. Hein. C'est un des extraterrestres d'un film qui s'appelle Les Survivants de l'Infini, un film de 1955. Il a un cerveau aussi qui a l'air sans protection, avec beaucoup de circonvolutions, et sans crâne. Alors sans crâne, on n'y croit pas trop. Hein. Mais alors celui-là, si on reprend celui-là, sans crâne et beaucoup de circonvolutions, pourquoi il y a des circonvolutions? Pourquoi ça fait tous ces trucs bizarres dans notre cerveau? C'est parce qu'il a fallu, pour nous, dans un volume qui est la tête, le volume de notre crâne, il a fallu faire rentrer le cerveau. Bon, il est rentré, il est adapté, mais quand notre cerveau a évolué, il a voulu augmenter la surface du cerveau. Mais quand vous avez un volume qui est fixé, qui est la boîte crânienne, la surface du cerveau, elle peut augmenter que par des zigouigouis dans tous les sens. Si vous prenez par exemple les rats, ils ont un crâne, ils ont un cerveau, il n'y a presque pas de zigouigouis, presque pas de circonvolution sur les crânes des rats. Hein, des rats ou des petits animaux, ils n'en ont pas besoin, ils n'ont pas un cerveau aussi développé que le nôtre, et ils n'ont pas besoin d'avoir toute cette circonvolution. Donc pour qu'il y ait des circonvolutions, il faut qu'il y ait une boîte crânienne aussi, qui empêche, qui contraint le volume du cerveau à rester constant. Et si la surface du cerveau veut augmenter, la seule façon c'est les zigouigouis, c'est les circonvolutions. Il y a une autre difficulté aussi, c'est que, regardez, on ne le voit pas bien là, mais regardez ces êtres-là, ils ont des hanches qui ont l'air assez étroites. Imaginons les martiennes, qui doivent accoucher de ces êtres-là, si ce sont des mammifères, si elles ont les hanches étroites, ils passent comment le cerveau? C'est un gros problème ça. Hein. Pour les humaines, pour les femmes terrestres, le gros problème c'est faire passer la tête du bébé. Hein. C'est là où il y a le cerveau il est fait une fois pour toutes, après il évolue un peu mais il grossit pas beaucoup, c'est passer la tête du bébé. Le cerveau humain, il peut pas être aussi gros qu'on veut, ou s'il doit être plus gros, il faut que les hanches des femmes soient beaucoup plus larges. Donc si l'humain évolue vers un humain avec un plus gros cerveau, les femmes elles vont évoluer avec des hanches aussi très larges. Donc on a une idée conjointe de l'évolution entre la taille des hanches, on est des mammifères, donc les femmes accouchent, il y a les vivants humains féminins accouchent de leur progéniture, et il faut que le cerveau, le crâne qui contient le cerveau passe. C'est pour ça que chez les enfants, avant de naître, et quand vous êtes né, vous aviez un cerveau mou pour que ça se déforme un peu, puis après, enfin tout le monde sait ça après, hein, pour les adultes, vous aviez la tête un peu déformée en sortant, puis ça s'est repris petit à petit votre tête que vous avez maintenant. Pour que ça passe dans les hanches des femmes humaines. Et c'est pareil pour les vaches, hein, pour tous les mammifères, hein. Il faut que le cerveau il passe, la tête elle passe. Hein. C'est pour ça que les veaux, ils naissent sans les cornes, hein, ça c'est pratique. Ils poussent après les cornes, hein, les veaux et les cerfs et tout ça. D'accord? Bon, je vois qu'il est l'heure, donc je vais arrêter là. Je voulais vous montrer, j'avais encore des choses à montrer, mais c'est pas oui pour l'intelligence, si pour l'intelligence quand même, parce qu'on a dit, c'est un gros cerveau, on est intelligent. Donc, comparons les gros cerveaux, les cerveaux.
Alors regardez ici, il y a les poissons rouges et les petits oiseaux, les musaraignes, les chauves-souris. Les humains, ils sont là. Les éléphants dessinés avec un babar, ils sont là. Les centaures pour faire rigolo. Et puis les baleines. Alors le plus gros cerveau du monde, hein, c'est la baleine. Hein. Est-ce que la baleine est plus intelligente que nous? Non. Donc c'est pas que la taille du cerveau. C'est pas que la taille. On pourrait dire, ah oui, mais attendez, soyons raisonnables. Après tout, ce qu'il faut comparer, c'est pas la masse du cerveau. Combien pèse un cerveau humain? À peu près 1 kg. Combien pèse un cerveau de baleine? Je sais plus combien, 100 kg. C'est pas la taille qu'il faut comparer, c'est la taille rapportée à la taille de l'être. Après tout, il faudrait diviser la masse du cerveau par la masse du corps de l'être. Alors faisons ça. Là, j'ai représenté seulement la masse du cerveau et la masse du corps. Alors si on fait ça, là on a divisé en pourcents. Là, le cerveau d'hippopotame, il représente à peu près 2% de la masse de son corps. Le cerveau de la baleine, il ne représente même pas 1% de sa masse corporelle. Alors pour les humains, là, c'est un peu mieux. Hein. On représente quelques pourcents de notre corps. Mais regardez, il y a des êtres, comme il y a des petites souris, dont la masse du cerveau, c'est 10% de la masse du corps. Donc c'est pas la taille du cerveau, soit la taille absolue, soit la taille relative, qui fait l'intelligence. Hein. C'est un truc, on va pas en parler maintenant, on n'a plus le temps, c'est la fin. Mais c'est pas la taille du cerveau, la masse du cerveau qui fait l'intelligence, c'est autre chose. Voilà, donc ce petit tour parmi les êtres extraterrestres. Je suis là, je sais pas, vous allez voir, je ne serai pas là demain, mais je reviens samedi et dimanche. Je suis là toute la journée, donc si vous voulez discuter avec moi d'extraterrestres, j'ai un petit livre, je vais faire ma pub quand même, qui s'appelle Les extraterrestres expliqués à mes enfants, qui est publié aux éditions du Seuil, qui résume tout ça et plein d'autres choses, comment on peut discuter avec l'extraterrestre, comment on peut communiquer avec l'extraterrestre, etc. Donc il y a plein d'autres choses amusantes à dire sur les extraterrestres qui malheureusement pour l'instant n'existent pas, malheureusement ou pas, je ne sais pas s'ils viennent et qu'ils nous cassent la figure, c'est pas grave. Donc en tout cas, dont on sait pour l'instant, dont on pense pour l'instant, qu'ils n'existent pas. Merci de votre attention et de vos questions, les enfants, c'était super, plein de questions. Merci à vous.